Si on regarde maintenant en termes de l'organisation de la mémoire dans les ordinateurs, on dit mais la plupart des ordinateurs parallèles d'usage général ont une architecture de type MIMD. Donc on va regarder de quelle façon la mémoire dans ces ordinateurs-là est organisée. Si on parle d'un système multi-ordinateur, l'idée c'est d'avoir vraiment une mémoire distribuée entre les processeurs. Donc chaque processeur a sa mémoire et il y a une mémoire proche et le reste de la mémoire est dans les autres ordinateurs. Alors que si on a un système qu'on dit multiprocesseur, la mémoire elle est physiquement partagée entre les processeurs, à savoir que tous les processeurs ont accès à une même mémoire qui est partagée. Les systèmes hybrides, c'est de dire que la mémoire elle est physiquement distribuée, mais du point de vue du développeur au niveau logiciel, l'espace d'adressage est partagé et donc est quand même assez transparent. Donc on a l'impression de travailler localement, alors que la mémoire elle est distribuée physiquement. Donc la grande distinction finalement pour le programmeur, c'est de savoir est-ce que l'espace mémoire, est-ce que nos pointeurs est-ce que l'espace mémoire est distribué? Alors là, c'est-à-dire qu'on a des pointeurs à l'espace local, et si on veut accéder à de l'espace qui est ailleurs, mais il faut explicitement y accéder par des requêtes. Ou la mémoire est partagée, ou là, donc l'ensemble de l'espace mémoire est accessible, même si la mémoire correspondante est physiquement ailleurs. Donc ça, c'est quand même plus aisé parce qu'on n'a comme pas besoin d'avoir de dispositions particulières pour gérer ça, pour gérer le fait que la mémoire n'est pas proche physiquement. Donc, les ordinateurs à mémoire distribuée, là, c'est vraiment chaque processeur a sa mémoire et est relié, donc les différents processeurs mémoire sont reliés aux autres avec un réseau d'interconnexion. Donc, la réseautique fait le pont entre chaque nœud. Donc, là, on peut avoir différentes connectivités. Donc, de façon abstraite, on peut dire qu'on a un réseau, mais ces réseaux-là peuvent fonctionner de différentes façons. On peut avoir, entre autres, des modèles avec des topologies particulières. Ici, on a un exemple d'une topologie de type hypercube, où là, dans notre exemple avec 8 processeurs, on peut dire que chaque processeur est directement connecté à 3 autres. Donc ça, c'est des liens directs. Puis il peut accéder à 4 autres supplémentaires via un saut par un intermédiaire. Donc, il y a une connectivité qui fait qu'on a besoin de un ou deux sauts pour aller à tous les autres processeurs et surtout à leur espace mémoire correspondant. Donc ça, c'est un exemple d'une topologie. Il y a plein d'autres topologies. Il peut avoir une connectivité totale, il peut avoir une connectivité particulière. Puis ça, c'est géré généralement au niveau de la réseautique. Quoique lorsqu'on développe des applications particulières, si on a ce genre de modèle-là, il faut être au courant et peut-être en tenir compte en termes d'efficacité pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Les connexions peuvent être point à point ou acheminées via des routeurs, dans le sens que chaque processeur peut avoir son lien physique, vraiment avec un câble. Dans le modèle hypercube, on peut dire qu'on a 3 câbles qui sortent de chacun des processeurs vers un autre processeur. C'est géré par les processeurs. Dans des modèles plus abstraits ou des modèles plus fréquents maintenant, c'est d'avoir des routeurs, vraiment un réseau, une connectivité qui est faite par des dispositifs dédiés qui va faire le pont entre les différents processeurs, qui va router finalement les requêtes, les messages, les échanges d'informations. Donc, quand on est dans les systèmes à mémoire distribuée, les temps de transmission peuvent être importants. Donc, c'est vraiment, faut avoir ça en tête parce que dans certains contextes, on peut penser à avoir un système à mémoire distribuée où les ordinateurs sont dans des lieux physiques distincts, où là, vraiment, on a une connectivité assurée par Internet, par exemple. Les temps de transmission sont relativement importants dans ce contexte-là. Ça peut prendre du temps en termes de calcul à envoyer des messages à d'autres processeurs. Alors que si les machines sont physiquement à la même place avec un bus dédié haute performance, là, les temps de transmission sont pas pareils. Donc, lorsqu'on regarde ça, les temps de transmission, il faut s'intéresser d'abord à la bande passante. C'est quoi le débit maximum des données envoyées dans le lien? Jusqu'à quelle est la quantité de données qu'on peut envoyer dans une certaine période donnée? Pensez à ça, entre autres, au nombre de mégaoctets par seconde ou de gigaoctets par seconde qui peuvent être envoyés. Donc, c'est souvent mesuré en bits secondes, en octets secondes ou un facteur de d'octets par seconde. On a les temps de propagation. Donc ça, c'est le temps que ça prend à un bit à entrer dans le lien réseau, dans le canal et à en sortir. Donc ça, c'est le temps de transit. Pensez que généralement,
Le temps de transit, c'est un peu en termes de distance, c'est la vitesse de la lumière, ça voyage à la vitesse de la lumière, mais il y a aussi quand même les temps de traitement en entrée, les temps de traitement en sortie qu'il faut tenir en compte, qui nous donnent finalement le temps de propagation pour traverser le canal. Donc c'est proportionnel à la distance physique entre l'émetteur et le récepteur. On a les temps de transmission, où là c'est le temps nécessaire pour transmettre un message sur un lien réseau. Donc si on prend le message, on a un message de 1 kilooctet, on a une certaine bande passante en octets par seconde, puis ça va nous dire, ben, si on a 1 kilooctet comme message envoyé, on a une bande passante de 100 octets, ça va nous prendre 10 secondes en termes de bande passante, en termes d'envoyer le message au complet. Donc ça, c'est la transmission sur le lien réseau. On a aussi la latence de transport, c'est le temps total pour transmettre un message sur le lien réseau. Donc ça, c'est le temps de transmission, le temps que ça prend d'envoyer des bits, plus le temps de propagation, en disant, ben oui, on envoie nos bits, ça prend un certain temps juste de traverser le réseau. Il y a aussi la latence, le temps que ça se propage dans ce réseau-là. Et donc là, on parle de latence de transport total, qui serait de dire que le message, on l'envoie, ça va prendre donc un message d'1 kilooctet avec un lien de 100 octets par seconde, ça va prendre 10 secondes, plus le temps de transit qui peut être, je sais pas moi, 500 millisecondes, donc on va prendre 10,5 secondes en termes de latence de transport dans ce contexte-là. Après ça, on a des surcoûts de l'émetteur, à savoir qu'un message, il faut l'emballer, il faut le préparer avec une en-tête, un destinataire, dans des modèles non triviaux. Donc là, le temps de préparer le message, de découper notre bloc de données en morceaux d'une certaine taille, de bien les étiqueter, ça coûte un certain temps de calcul. Puis, donc, entre autres, en particulier, le checksum, si le lien nous l'offre pas, s'il faut le calculer explicitement. Donc, de toute façon, ça se fait soit de façon explicite à l'utilisateur, soit de façon implicite selon ce qu'on utilise. Mais on va calculer un code, un checksum, c'est un code de validation pour s'assurer que le message est intègre, qu'il n'y a pas eu de bits qui ont été corrompus. Donc, on ajoute ça à l'entête, on a l'algorithme de routage qui va guider finalement les messages dans la réseautique pour que ça se rende au destinataire. Tout ça implique des surcoûts à l'émission. On a également le débit, donc c'est la bande passante effective observée dans une application. En bout de ligne, c'est quoi la capacité qu'on a à transmettre des messages en tenant compte de tout ça. Donc la schématisation, la modélisation mathématique qu'on en fait ressemble à ça, à savoir que l'expéditeur, lui, il y a des surcoûts qui sont d'abord des surcoûts d'émission, à savoir toute la préparation du message ici. Puis après ça, le temps de transmission, combien de temps ça prend à transiter sur le réseau. Donc ça, on peut voir du niveau de l'expéditeur, c'est le temps que ça prend. Mais du point de vue du destinataire, il faut ajouter que de l'autre côté, le message est reçu après le temps de propagation. On a vraiment ici un certain temps avant qu'on reçoive le premier bit, parce qu'il y a un transit sur le réseau, puis ensuite le temps de recevoir l'ensemble du message, qui correspond au temps de transmission. Puis une fois qu'on a reçu ça, il faut déballer le message, il faut extraire l'information. Donc on a tout le surcoût du destinataire ici qui est nécessaire pour retirer le message pertinent de toutes les entêtes associées à la vérification également de l'intégrité du message avec le code, le checksum. D'un point de vue réseau, il y a une latence de transport qui est tout simplement le temps de propagation plus le temps de transmission. Puis si on regarde globalement combien de temps ça a pris à envoyer le message, ça c'est la latence totale qui correspond à l'ensemble de ce temps-là. Si on regarde ça, la latence totale qu'on appelle TM, on regarde c'est le surcoût émetteur plus le délai de propagation plus la bande passante, temps de transmission associé à la bande passante, donc temps du message divisé par bande passante, plus le délai, le surcoût du destinataire. Fait que si on dit, dans le fond, dans tout ça, ce qui est de surcoût émetteur, surcoût destinataire, délai de temps de propagation, ça c'est des overheads, qu'on peut dire des surcoûts en général. Donc c'est des surcoûts plus le temps de transmission qui correspond à un message selon la bande passante. Puis si on remodélise ça différemment, on peut tout simplement dire que ça correspond ici à surcoût ici, plus un certain temps de transfert nécessaire, un certain taux de transfert ici, et le message. Maintenant, si on regarde en termes d'ordinateur à mémoire partagée, la mémoire partagée permet un espace mémoire global accessible par tous les processeurs. Donc, de dire, on a dans notre programme des pointeurs, et les pointeurs peuvent référer à de l'espace qui est local comme l'espace qui est ailleurs. On a une vue globale sur l'ensemble du système.
Donc, le modèle abstrait, c'est de dire qu'on a des processeurs qui sont associés à une connectivité, puis ils accèdent à une mémoire. Puis la mémoire est la même pour tous. Donc, de façon abstraite, c'est très intéressant en termes de gestion. En pratique, ce que ça veut dire souvent, c'est qu'on a des banques de mémoire, des modules de mémoire séparés, puis la connectivité se fait entre les processeurs et la mémoire. Donc ça, c'est assez naturel pour programmer des applications, c'est transparent, mais l'implémentation peut être assez technique. On peut dire, la connectivité, on peut parler ici d'une carte mère qui a plusieurs banques de mémoire dans des DIMM différentes, avec plusieurs processeurs, plusieurs cœurs, puis elle fait le lien. Donc vraiment un modèle multiprocesseur moderne correspond à ça. Et donc c'est quand même assez abstrait, c'est quand même assez élaboré une carte mère en 2020. C'est quand même, en termes électroniques, assez sophistiqué. Mais si on fait ça en termes plus généralement, d'avoir plusieurs processeurs carrément sur des machines différentes, pas sur la même carte mère, qui a un routeur qui est mis en lien, mais que la mémoire, elle est partagée via le réseau. On a quand même une réseautique très performante, très près aussi des processeurs. C'est quand même très complexe encore, là. C'est encore plus complexe qu'un modèle multiprocesseur. Donc, dans les architectures d'ordinateurs à mémoire partagée, les temps d'accès peuvent varier grandement. Donc, on n'a pas nécessairement les mêmes temps d'accès. Si on a ce qu'on appelle une architecture de type SMP, multiprocesseur symétrique, donc là, c'est de dire que chaque processeur a sa cache. Donc, on garde quand même l'information locale près du processeur. En termes d'efficacité, c'est très important d'avoir une cache conséquente. Puis, au-delà de la cache, on est sur le réseau d'interconnexion qui nous fait accéder à la mémoire. Donc ça, c'est un modèle standard. Lorsqu'on parle d'un PC avec plusieurs cœurs, c'est ce modèle-là, parce que chaque cœur a généralement sa propre cache. Au niveau L1 et L2, peut-être au niveau L3, ça peut être partagé selon. On peut aussi avoir des modèles, donc là, c'est plus dans des modèles où on a plusieurs processeurs qui sont physiquement distincts, sur des puces distinctes. Donc là, on va avoir une mémoire carrément associée à ces processeurs-là. Fait que donc, c'est ce que ça nous donne des modèles qu'on dit NUMA, Non-Uniform Memory Access, accès non uniforme. C'est de dire donc que finalement, un processeur accède très rapidement à sa mémoire, donc sa mémoire est proche, les temps d'accès sont très bons, mais l'accès à la mémoire d'autres processeurs est beaucoup plus long, les temps sont plus importants parce qu'on passe par la réseautique. Donc là, dans ce contexte-là, on a une architecture qui est particulière. Puis pour pouvoir optimiser nos programmes dans ce contexte-là, il faut définir quand même une affinité ou du moins un espace mémoire qui doit rester proche d'un processeur et des processus qui roulent sur ce processeur-là, versus réduire les accès à de l'espace mémoire à des données qui sont sur des banques mémoire d'autres processeurs. Puis, on a aussi donc un raffinement par-dessus ça qui est de dire qu'on a, oui, des caches par processeur. On a donc un processeur avec une cache associée et une banque mémoire associée qui communique avec les autres nœuds qui ont chacun aussi leur processeur cache mémoire. Mais ce qu'on a ici, c'est que la cache peut référer à des éléments locaux de la mémoire locale ou aussi des éléments globaux, des éléments d'autres nœuds, d'autres banques de mémoire qui sont ailleurs. Puis lorsqu'on modifie donc le contenu d'un espace mémoire à un certain point, on s'assure que la cache est cohérente. Donc au minimum, on va invalider les valeurs dans les autres caches pour dire, ben là, finalement, on a eu une modification à cette adresse-là. On va comme diffuser le fait que cette adresse-là a été modifiée en transmettant ou non l'information sur la nouvelle valeur, selon. Donc, si on a un espace mémoire assez important qui a été complètement modifié, on peut tout simplement indiquer les adresses, ou du moins l'ensemble des adresses modifiées avec un dit de telle adresse à telle adresse a été modifié. Les caches sont invalidées en conséquence. Puis lorsqu'on voudra réaccéder ou modifier ces espaces-là, on ira rechercher les nouvelles valeurs, les valeurs à jour. On peut même aller plus loin que ça, donc on peut dire avoir des accès mémoire où seulement la cache est utilisée. Donc on a une grosse cache finalement, puis là l'accès mémoire se passe toujours via les caches. Donc faut voir que la mémoire là est abstraite en dessous de ça. Et tout passe par la cache et la cohérence ou les échanges se font en transmettant l'information des mémoires vers les caches.
Donc, quand on parle de cache, vous avez normalement vu ça auparavant, mais comme rappel, la cache, c'est vraiment un espace mémoire, une mémoire qui est petite mais rapide, qui est très près du processeur, qui fait le pont entre la mémoire principale et le processeur, et qui s'assure que les accès à certains éléments de données fréquemment accédés soient courts. Donc, on veut garder les données qu'on accède fréquemment, puis on évite les longs accès. Donc, il y a plusieurs niveaux de cache. Le niveau 1, c'est très près du processeur. Généralement, c'est très près des registres. Niveau 2, c'est un peu plus loin, mais c'est un peu plus gros, parce que la L1, généralement, elle est petite. On n'a pas la capacité d'avoir beaucoup d'espace près du processeur. L2, c'est plus gros, puis L3, c'est encore plus loin, mais plus gros. Donc, avec ces différents niveaux-là, on s'assure que ça fonctionne. Donc, les caches sont très importantes dans les ordinateurs parallèles à mémoire partagée parce que ça permet d'avoir une certaine efficacité. Et donc, dans ce contexte-là, il faut s'assurer que les caches sont cohérentes. Donc, il faut s'assurer que lorsqu'on modifie une valeur, ben, l'ensemble des copies en cache de cette valeur-là soit mise à jour, comme je vous ai expliqué. Lorsqu'on fait du parallélisme multithreadé, on veut pouvoir avoir plusieurs processeurs logiques. Donc ça, entre autres, je vous parle d'hyperthreading dans le monde Intel, là, par exemple. C'est de dire que, dans le fond, on a l'impression logiciellement d'avoir deux processeurs virtuels, plutôt, sur un vrai cœur physique. Donc ça, c'est assez courant, donc deux processeurs logiques, finalement, sur un processeur physique. Puis l'intérêt de ça, c'est que on va partager des ressources du fait qu'on ait plusieurs ALU, unité à point flottant, unité de chargement, déchargement. On est capable de pousser le parallélisme encore plus loin. Donc ça permet une meilleure exploitation des ressources lorsqu'un thread qui attend sur un accès mémoire ou un branchement conditionnel, l'autre thread peut être exécuté. Ça permet de gérer des fois deux threads sur un même cœur et de s'assurer que lorsqu'on attend dans un thread, on utilise l'autre thread puis le switch est rapide.